Louis. Dans le film The Substance de Coralie Farja, une actrice hollywoodienne oscarisée devenue star de l'aérobic se fait virer parce qu'elle est vieille. Une mystérieuse entreprise lui propose alors un pacte. En s'injectant régulièrement la fameuse substance, elle peut redevenir jeune 1 semaine sur 2. La seule règle, elle doit respecter les délais exacts d'injection. 1 semaine sur 2, l'actrice change d'enveloppe corporelle, mais ne reste qu'une seule et même personne. Sauf que sa version jeune n'a aucune envie de prendre soin, d'avoir de la compassion ou même du respect pour sa version plus âgée. Elle lui laisse la part dans un bordel monstre et elle ne respecte plus le fameux délai d'injection, ce qui accélère le vieillissement de sa version plus âgée. Franchement, j'aurais vu ce film il y a 10 ans, je vous aurais dit on dirait tout simplement le mois du week-end versus le mois de la semaine. En plus trash, je vous rassure. Bon, maintenant j'ai un enfant, je peux moins faire ça, mais j'ai encore vis-à-vis de mon moi du futur, parfois même celui du lendemain matin, une relation très ambivalente. À la fois, je lui facilite pas la tâche, je l'oblige à se lever très très tôt par exemple, parce que là maintenant tout de suite j'ai pas envie de travailler, et en même temps, je lui fais confiance pour gérer les choses que le moi d'aujourd'hui a laissées en plan ou a mal fait. Est-ce que je fais ça parce que j'ai une estime de moi-même assez haute et que je m'aime assez pour savoir que je saurais faire face à une situation délicate, ou au contraire, parce que j'ai pas beaucoup de respect ni d'amour pour moi-même? Faut-il vraiment cueillir le jour, carpe le diem, sans penser à demain? Comment trouver un juste équilibre entre vivre dans le présent et se projeter dans le futur? Quelle place donner au soi du futur? Je suis Marie Misset, bienvenue dans Émotion. Émotion. Je me suis sentie soulagée, j'arrivais à trouver les gens qui parlent de ce que moi je vis. Ça me fait rire. Là, il y a les lumières, elles se sont allumées à tous les étages. J'ai tellement adoré que je me suis dit, et j'en veux encore. Mais j'avais pas vu venir ça du tout, mais quoi? Mais je suis à fond. Émotion. 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 Le lundi matin, je me lève à 4h30, je vais m'entraîner. Sur le retour de l'entraînement, je vais récupérer mon drive en général. Je rentre à la maison, je mange après mon entraînement. Je prépare mes repas pour la moitié de la semaine. Il y a des procrastinations qui sont pas graves. Par exemple, ne pas faire la vaisselle pendant 1 semaine. Au final, c'est pas très grave, quoi. Et donc, le reste de ma semaine, c'est lever 4h30, petit-déj, salle de sport. Je me douche, je mange, je vais au travail. Je travaille de 8h45 jusqu'à 18h. J'ai 1 heure de pause entre midi et 2. Pendant cette heure-là, en général, j'optimise. Soit je vais marcher, soit je fais une activité, une formation, quelque chose qui va être intéressant pour moi, pour me développer, pour toujours quelque chose d'intéressant. Je refuse d'anticiper mes vacances. Je refuse d'anticiper mes week-ends. Je refuse d'anticiper plein de choses, en fait, les repas entre amis, je me laisse beaucoup porter. J'ai toujours voulu savoir ce qu'on allait faire, quand est-ce qu'on allait le faire. Quand j'étais petite, je me rappelle, c'était savoir ce qu'on allait manger, parce que ça me permettait d'anticiper ce qu'on allait manger le soir, et du coup, comme ça, j'avais pas de sensation de surprise, et je m'étais préparée à manger telle chose. Toute ma vie, ça a toujours été ne vois pas plus loin que dans 6 mois. Ça sert à rien de construire trop loin et d'avancer trop vite. Je sais ce que je fais jusqu'au 31 décembre, mais on va dire que là, si je m'écoutais totalement, je serais prête à prévoir ce que je vais faire en janvier. Et effectivement, les problèmes, je les mets à régler plus tard. Par exemple, les travaux de mon appart, du moment que mon appart est vivable, je le mets à plus tard. Parce que je préfère quand même vivre ma vie que vivre dignement, on va dire. Gaëlle, Jordan, Barbara, Mathilde et Valou ont clairement tous des façons de gérer leur temps différemment. Moi, vous l'avez compris, je fais plutôt partie de l'équipe, je me laisse porter. Et quand j'entends Gaëlle qui me raconte comment sa semaine est ultra organisée, ça me crée autant de palpitations que d'admiration. Mais surtout, la première chose que je me dis, c'est pour moi très angoissant de tout prévoir à l'avance. Ça m'empêche de vivre le présent, parce que l'idée d'une semaine hyper remplie derrière, par exemple, me pousse plutôt à me dire qu'il faut avant tout que je dorme. Mais ce que je comprends très vite en parlant à des gens pas tout à fait comme moi, c'est qu'on partage un truc en commun,
une légère anxiété. C'est l'anxiété qui me pousse à ne pas trop prévoir des trucs en avance, tout comme c'est l'anxiété qui, au contraire, amène Mathilde, 23 ans et en études de droit, à planifier au maximum. Tout est très cadré, moi ça m'aide à moins stresser. Le fait qu'il n'y ait pas d'inconnu, ça me permet de me dire « Ok, là je sais que dans tous les cas, dans X jours ou dans X mois, il se passera ça. » Ça me libère de la place dans mon esprit et ça me permet d'avoir moins d'anxiété parce que du coup j'ai beaucoup d'anxiété. Et donc en fait, prévoir les choses que je peux prévoir, ça me permet d'être plus sereine, on va dire, pour le reste. Mais Mathilde, elle fait quand même attention à pas trop se laisser emporter non plus dans de l'organisation excessive de son temps, parce que le côté enfermant de la chose, qui est celui qui, moi, me stresse, ne lui est pas tout à fait étranger. Même si ça rassure beaucoup, il y a un côté aussi qui peut être enfermant, et je sais que c'est ce qui ressort beaucoup quand j'en discute avec des amis, c'est qu'ils me disent « mais comment tu fais pour prévoir autant en avance ?» C'est hyper anxiogène. Ce qui est anxiogène pour eux, moi, c'est quelque chose qui, on va dire, diminue mon anxiété. On a 2 stratégies différentes, mais au final, on est habité par la même inquiétude. Elle planifie pour ne pas trop stresser, je ne planifie pas pour ne pas trop stresser. Au final, on cherche toutes les deux une forme d'apaisement pour pouvoir vivre dans le présent. Et là où je la comprends parfaitement, c'est quand elle me dit ça. Je sais pas si je dois appeler quelqu'un qui doit venir chez moi, j'en sais rien moi, pour réparer la machine à laver, je vais le faire tout de suite, parce que sinon ça traîne dans mon cerveau et ça me prend beaucoup d'espace et je vais faire que y penser. En tant que procrastinatrice en rémission, mais pas totalement guérie, je les vois, ces pensées qui prennent de la place parce qu'on n'a pas fait un truc, cette charge mentale qui empêche de profiter pleinement de là où on est au moment où on y est. Sauf que, étrangement, ces pensées désagréables, moi, elles ne m'aident pas à agir. Au contraire, elles sont un frein et elles me bloquent. Barbara, une Lilloise d'adoption qui a accepté de me retrouver à Paris, fait vraiment partie de l'équipe, pas trop anticiper le futur et vivre à fond dans le présent. De base, je suis quand même très très carpe diemiste. Et pour décortiquer ce petit blocage, j'avais justement très envie de rencontrer quelqu'un avec le même souci de procrastination que moi. Il y a des fois où on remet à plus tard des choses qu'on devrait faire maintenant et on sait qu'on devrait faire. Enfin, tu vois, les impôts, il faut les remplir avant le 6 juin. Il n'y a pas de quand je le ferai quand j'aurai envie. Est-ce que tu t'es déjà mis dans la merde parce qu'il y a des trucs que tu n'arrives pas à faire au bon moment ? Tu parles des impôts. Je suis quelqu'un qui a eu un arriéré une fois dans ma vie de 6 ans d'impôts non déclarés. Voilà, c'est le moment où j'annonce tous mes défauts. On va dire que c'est le moment où je me suis mariée. Ça m'a mis un coup de pied aux fesses. Parce qu'en fait, je voulais pas qu'on se retrouve dans la merde avec mon mari, avec mes arriérés d'impôts, vu qu'on payait les impôts en commun. Et du coup, je m'y suis mise brusquement et j'ai fait tout ce qu'il fallait. Mais ça a été compliqué. Puis j'ai envoyé des petites lettres fleuries aux impôts en leur demandant « S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez m'envoyer tous les documents ?» J'étais hyper mal à l'aise. Ça veut dire que pendant 6 ans, chaque année, tu fais « je suis pas en train de le faire, je suis pas en train de le faire ». Tu te rappelles de ce qui se passe dans ta tête au moment où tu repousses indéfiniment le moment où tu vas devoir régler ce problème ? En fait, quelque part, ça pourrit un peu la vie parce que je suis pas complètement inconsciente. Ça reste dans ma tête, en fait. Et ça reste dans ma tête toute l'année. Donc, je m'inflige ça à moi-même en me disant en vrai, c'est pas si compliqué, tu pourrais le faire. Donc, ça reste, ça mouline. Et en fait, il y a des moments où j'oublie totalement. Ceux qui savent, savent. Oui, on oublie complètement, on vit le moment présent, on rigole et puis on se réveille à 4h du mat et on tremble de 4 à 7 devant la tâche à accomplir et le fait qu'il va falloir qu'on s'en occupe un jour. Le fait aussi que ce jour-là, il faudra s'aplatir comme une crêpe. Et d'ailleurs, est-ce que tu serais d'accord avec moi pour dire que, du coup, il y a aussi un truc, ok, ça va passer par un moment où je vais devoir dire à des gens que je suis une merde. J'ai eu à faire effectivement face à ce moment plusieurs fois, à vraiment m'excuser platement. Et je crois que je l'ai aussi intégré dans la démarche, c'est que je sais que ça va m'arriver à un moment donné. Et franchement, les services des impôts, ils sont ultra sympas au téléphone. Franchement, je me suis dit, la personne, elle a dû se dire que j'avais un problème mental. Et elle était hyper désolée pour moi. Et voilà, donc ils ont été adorables. Ils m'ont traité comme quelqu'un qui avait une case en moins, quoi. Donc, finalement, je me suis presque fait des potes au final dans l'histoire. Voilà, n'hésitons jamais à avoir les impôts au téléphone, je vous confirme qu'ils sont souvent très sympas. Je retiens quand même un truc de ce que me dit Barbara, à savoir que la personne qui s'est occupée d'elle au service des impôts a dû penser qu'elle avait une case en moins. Quand on procrastine comme ça et qu'on met son futur soi dans la panade, il y a un moment où on va devoir dire à des gens « Veuillez m'excuser, je suis vraiment nulle ». Il y a un moment où ça pèse sur l'estime de soi et c'est pile le truc qui m'interroge. Charles Pépin, philosophe et auteur du livre « La confiance en soi, une philosophie », fait une différence entre estime de soi et confiance en soi. L'estime de soi, dit-il, c'est une opinion qu'on a de soi, de notre valeur générale.
Alors que la confiance en soi, c'est, je cite, la capacité à engager des actions dans un univers incertain. Et pour Charles Pépin, ce n'est pas nécessairement corrélé. On peut avoir une estime de soi basse et une confiance en soi assez élevée. Moi, je me sens nulle de ne pas avoir fait quelque chose à temps. Ça vient renforcer l'idée que soit je suis pas fiable, soit je suis pas organisée. Et en même temps, mes expériences passées m'ont montré qu'arrivé à une date butoir, je suis capable d'agir, je sais faire. L'un n'empêche donc pas l'autre. Mais l'estime de soi peut évidemment avoir un impact sur la confiance en soi et vice-versa. Et parfois, moi, je me dis que cette confiance en moi, elle vient même renforcer ma procrastination. Pour Valou, étudiant de 24 ans, c'est pas la même chose. Elle procrastine et ça lui permet pas vraiment de chiller en attendant. Et son estime de soi en prend un coup. Quand j'étais en première S, et du coup que j'étais au CNED, en cours par correspondance, j'ai menti à ma mère pendant des mois en lui disant que oui, j'envoyais bien les devoirs sur Internet comme il fallait les faire, etc. Sauf que non, je les faisais pas du tout. Et elle me faisait confiance, sauf qu'au bout de quelques mois, elle a regardé et elle a vu qu'en fait, j'avais rien ou quasiment rien envoyé, donc j'avais pas du tout avancé dans mes cours de l'année. Bien sûr, j'ai jamais réussi à rattraper mon retard parce que j'avais un retard beaucoup trop grand, donc du coup, j'ai dû redoubler. Avec le recul à l'échelle de ma vie, c'est pas hyper grave, mais c'était quand même pas terrible. Et si c'était qu'une seule fois, ce serait pas dramatique, mais là où c'est assez relou, je vais dire, c'est que c'est tout le temps. Pour toutes les tâches, que ce soit des tâches administratives ou des tâches de travail, etc., je repousse tout à plus tard, ce qui fait que je me retrouve très très régulièrement avec une charge de stress qui est énorme et que je n'arrive pas à supporter. Là où Barbara s'accommode assez bien de ses arriérés d'impôts, la procrastination de Valou vient nourrir chez elle l'idée qu'elle est nulle, qu'elle n'a pas de valeur. Si ça devient le cas, il faut alors sans doute essayer de comprendre ce qui se passe. C'est ce qu'a fait Valou, qui vient récemment et après pas mal d'attentes de recevoir son diagnostic de TDAH, un trouble de l'attention et de l'hyperactivité. Parce que avant de me poser cette question-là du TDAH, pour moi, tous ces trucs-là, ça voulait dire juste une chose, c'est que j'étais une grosse merde. Et enfin, ça m'empêche pas encore aujourd'hui là de me sentir comme ça régulièrement, mais moins souvent. Et puis aussi, ça aide pas mal à s'entourer de gens qui sont concernés aussi et qui ont trouvé des stratagèmes pour fonctionner mieux. Dans le livre du chercheur en psychologie sociale Simon Grondin, qui a écrit Le temps psychologique en question, il recense les études qui montrent que les personnes atteintes de TDAH souffrent, je cite, d'une forme de myopie temporelle. La planification des tâches leur est plus difficile que pour les gens sans trouble, se projeter dans le futur est compliqué, et ça implique une procrastination largement documentée scientifiquement. Dans un autre chapitre, Simon Grondin explique d'ailleurs que la dépression aussi impacte le rapport au temps. Les pensées sont plus lentes et donnent l'impression de vivre un présent qui n'en finit pas. La projection dans le futur, là aussi, est très difficile. Parfois donc, la procrastination, c'est un symptôme. Pour Valou, ce diagnostic, il va pas tout changer, mais ça va lui donner des outils. Et surtout, ça peut réparer un peu cette estime de soi abîmée. Et ça, c'est en soi une bonne nouvelle pour sa procrastination, si j'en crois Sophie Bruno, chercheuse en psychologie sociale, qui a publié une étude sur les rapports entre estime de soi et procrastination. Le sentiment de continuité du soi dans le futur réduirait la procrastination pour les individus qui ont quand même une vision de soi dans le présent plutôt positive, donc qui ont plutôt une estime d'eux-mêmes élevée. Un sentiment de quoi ? De continuité de soi ? Ouah, c'est mystérieux. On en parle dans quelques instants. La continuité de soi, c'est le sentiment profond qui échappe au personnage de The Substance, qui est que le moi du passé, celui du présent et celui du futur sont une seule et même personne. Dans un roman américain publié en 2023, Bien-être de Nathan Hill, on peut lire sur quelques pages les efforts d'une mère pour apprendre à son fils à contrôler son impatience. Elle est persuadée que plus il sera en contrôle de ses désirs, qu'il saura différer leur assouvissement, plus il aura du succès dans la vie. Au passage, elle parle d'un truc qui m'a fait l'effet de l'émoji qui a le cerveau qui explose. La recherche récente en imagerie cérébrale montrait que s'imaginer dans l'avenir et s'imaginer dans le présent ne mobilisaient pas les mêmes zones du cerveau. S'imaginer dans l'avenir mobilisait celles qu'on utilisait quand on imaginait, disons, la vie intérieure d'une célébrité ou les pensées d'un personnage de livre. J'ai demandé si c'était vrai ça, à Sophie Bruno, la chercheuse en psychologie sociale.
Effectivement, il y a des travaux qui semblent montrer que les zones qui sont activées, les zones cérébrales qui sont activées quand on pense à soi dans le futur, ça peut être des zones qui correspondent aux zones qu'on active quand on pense à quelqu'un d'autre que soi. Et c'est pour ça que parfois, on n'est pas très enclin à travailler pour son soi futur, parce qu'il y a une espèce de, parfois, un manque de connexion, un manque de sentiment de continuité entre le soi présent et le soi futur. C'est-à-dire que quand on y pense, on a presque l'impression que c'est pas soi, mais quelqu'un d'autre. Donc en gros, quand je me dis « Ok, ce gros truc que j'ai pas fait et qui va me mettre dans la mouise, c'est la Marie d'après-demain qui s'en occupera », il y a un endroit de mon cerveau où vraiment, c'est pas moi que je mets dans le pétrin. En fonction de notre éducation, de nos traumatismes, de nos histoires, on n'est pas tous égaux face au sentiment de continuité de soi. Sophie Bruno m'explique que nos environnements sociaux, culturels, notre genre même, ont une influence. C'est particulièrement frappant dans ce que me dit Barbara. Vous savez, celle qui a de très bons rapports avec les impôts et qui disait au tout début de l'épisode: Je refuse d'anticiper mes vacances. Je refuse d'anticiper mes week-ends. Je me laisse beaucoup porter. Si elle fait ça, c'est qu'à l'inverse de moi, justement, elle ne veut pas mettre son futur elle dans une situation inconfortable et qu'elle n'est pas du tout sûre que sa version future appréciera les initiatives qu'elle prend aujourd'hui. En fait, il y a un truc qui m'angoisse un peu, c'est de prévoir trop longtemps à l'avance et en fait de changer d'avis en cours de route. C'est de risquer de faire quelque chose qui ne plaise pas à mon moi du futur. C'est peut-être qu'à un moment donné, je vais effectivement avoir choisi un type de vacances ou un type de projet professionnel et me rendre compte qu'une fois que j'y suis, ça ne me plaît pas du tout. Du coup, on va dire que j'attends la dernière minute pour vraiment avoir une espèce d'impulsion, d'énorme coup de cœur, de montée émotionnelle en me disant il faut absolument que j'aille à tel endroit. Et du coup, c'est à ce moment-là que je me décide. Et par contre, là, ça peut aller très vite et ça peut être hyper organisé. La Barbara de dans 6 mois aura donc peut-être d'autres goûts, d'autres envies. Quand on écoute la Barbara d'aujourd'hui, on a l'impression qu'elle n'a pas vraiment les moyens de connaître les goûts de cette future personne, ni ses aspirations. On voit bien comment ce sentiment de continuité de soi, c'est ce qui permet de pouvoir se projeter dans le futur. Quand on a un sentiment de continuité fort, eh bien, on est plus prêt à différer sa gratification. C'est-à-dire qu'on va entre deux rémunérations, une qu'on peut recevoir tout de suite, mais qui est moindre que celle qu'on pourrait recevoir, dans 1 an ou dans 6 mois. Si on a un sentiment de continuité faible, plutôt choisir la gratification immédiate, même si elle est plus faible. Et si on a un sentiment de continuité fort, on va plutôt attendre et choisir la gratification différée. La gratification différée, c'est exactement ce dont parle le personnage de Nathan Hill dans Bien-être, le roman dont je vous parlais tout à l'heure. Cette mère qui veut apprendre la patience à son enfant, elle lui fait ce qu'on appelle le test du marshmallow. C'est le nom sous lequel on connaît une étude de Walter Mischel qui a été menée à Stanford en 1972. Dans cette expérience, Walter Mischel place une friandise devant des enfants et leur propose un choix. Soit vous la mangez maintenant, soit vous attendez 15 minutes pour en avoir le double. Quand l'expérimentateur quitte la salle, beaucoup d'enfants mangent tout de suite leur friandise, tandis que d'autres réussissent à attendre. Or, ce qu'on a retenu globalement de ce test, c'est que les enfants capables d'attendre étaient plus armés face à l'échec et réussissaient mieux dans la vie. D'où donc la pression que cette mère met à son fils. D'autres études ont été menées sur la gratification différée, notamment une, en 2021, est menée par des neuroscientifiques. Elle a montré que l'attente d'une récompense toujours plus importante déclenche une augmentation continue des niveaux de dopamine, renforçant ainsi la valeur de la patience et de la persévérance. Et quand on fait de la musique ou du sport en compétition depuis l'enfance, ça, par exemple, ça imprime. Moi, dans la cour de récré déjà, en maternelle, je savais que je voulais devenir pilote professionnel. Axel Alétru, qui a 35 ans aujourd'hui, a des parents sportifs. Ça n'explique cependant pas tout, mais quand même. C'était vraiment mon rêve, devenir pilote pro, quoi. Je vivais pour ça, je pensais même pas aller à un autre métier que ça. C'était vraiment conditionné. Mes parents m'accompagnaient, mais me poussaient pas forcément à faire ce job, mais c'est moi qui voulais faire ça. Je vous le donne en mille, Axel est vraiment devenu pilote professionnel. Quand on a une carrière et qu'on est sportif professionnel, on est très assidu, avec des objectifs, et donc on pense à long terme. Donc tout ce qu'on fait, on le prépare. Donc les choix sont pas au hasard. J'ai dû arrêter l'école très jeune aussi, 14 ans. Donc c'est un choix important pour la suite. Donc quand tu prends cette décision, tu as déjà un plan à long terme, tu vois, moyen-long terme. Tu te dis pas, bon, j'arrête l'école, on verra ce que je fais demain. Non, tu te lances vraiment dans des plans long terme avec des objectifs ambitieux. Donc j'ai commencé les compétitions à 5 ans, je suis devenu 3 fois champion d'Europe et vice-champion du monde. Donc ça a été un beau début pour moi. Et ensuite, j'ai troqué mon vélo pour une moto afin de réaliser mon rêve qui était de devenir pilote professionnel.
Donc j'ai pu intégrer une équipe en 2010, l'équipe KTM, et je suis devenu vice-champion du monde junior. Axel, de ses 5 ans à ses 20 ans, s'est entraîné très dur. Quand ses copains sortaient ou s'amusaient, il était guidé par son ambition et par des gratifications différées, très précises. Incertaines, oui, mais très précises. Dans une version plus récente de la célèbre expérience de Michel, dont on parlait tout à l'heure, une étudiante en sciences cognitives de l'université de Rochester, Celeste Kidd, a justement voulu intégrer un élément essentiel à cette histoire de gratification différée et de guimauve. Elle a voulu rajouter l'incertitude. L'expérience était la même que celle de Michel, sauf qu'au bout de 15 minutes, au lieu de donner à certains enfants une deuxième friandise, ils leur ont présenté des excuses. La fois d'après, la grande majorité des enfants qui avaient attendu n'ont plus attendu. En fonction du contexte, parfois c'est plus prudent de ne pas compter sur le futur, de ne pas attendre de gratification différée. Parfois c'est même plus réaliste et plus lucide de compter sur ce que l'on a là maintenant que de sacrifier son présent pour un futur incertain. C'est le fameux « un tien vaut mieux que deux tu l'auras ». Et cette confiance limitée dans le futur, ça peut arriver lors d'un deuil, dans un contexte de crise ou de guerre, ou quand nos plans pour le futur s'effondrent. C'est ce qui est arrivé à Axel Alétru, qui le raconte dans le documentaire Whole Shot, qui vient de sortir. Tout a basculé, 27 juin 2010, où j'ai perdu l'usage de mes jambes. J'ai tout donné pendant toute ma jeunesse, tout sacrifié, pour que tout s'arrête en une fraction de seconde. Axel est alors en compétition en Lettonie, et il a un accident. Dès que je tombe, je comprends que c'est très grave et que je suis paraplégique, et que dans un coin de ma tête, je me dis ça y est, là ma vie, pas que ma carrière, ma vie est foutue. Donc au début, j'ai qu'une envie, c'est avoir le diagnostic, mais on peut pas me répondre sur place. Ils parlent pas anglais, tout ça, donc c'est très compliqué. Et rapatrié en France, là, on me diagnostique vraiment que c'est très grave avec une paraplégie, en me disant que je remarcherai peut-être jamais. Donc ça, voilà, ça secoue beaucoup. Le médecin, quand j'arrive en France, me dit « j'ai pas une boule de cristal, je sais pas si vous pourrez marcher ». Mais une chose est sûre, au centre de rééducation, on va vous concocter vraiment un plan pour que vous puissiez récupérer au maximum. Et là, mentalement, ce qui est dur, c'est que tu te dis « bah merde, le médecin sait pas me répondre, on me dit que c'est potentiellement cuit, qu'est-ce que je fais quoi ? Est-ce que je me tape 5 ans de rééducation à pousser des poids, être sur un lit d'hôpital, aller en balnéothérapie, vivre une vie parallèle entre guillemets dans un centre pendant combien de temps ? Ou est-ce que je pense même pas à tout ça, ou je suis résilient et j'accepte mon fauteuil roulant et je retrouve ma nouvelle vie ? Axel vit à ce moment-là une rupture dans ce qu'il avait imaginé qu'il deviendrait, entre les choix possibles qu'il avait envisagés pour lui-même, vice-champion du monde à 20 ans, et sa nouvelle réalité. Attends, les quoi ? Encore une fois, Sophie Bruno m'éclaire. On parle de soi futur, de soi possible aussi. C'est une notion qui a été proposée il y a déjà longtemps, dans les années 80, par 2 chercheuses américaines, Marcus et Nurius. Alors aujourd'hui, on parle plutôt de soi futur ou d'identité future. Il y a plusieurs terminologies. Ça renvoie à des versions de soi dans le futur, des versions de soi qui peuvent être positives, c'est-à-dire des soi désirés, ce qu'on aimerait devenir, ou négatives, des soi qu'on craint de devenir, qu'on ne voudrait pas être et qu'on va chercher à éviter. Le soi, de toute façon, en psychologie, notamment en psychologie sociale, il est théorisé comme étant multidimensionnel, comme comportant des facettes multiples. C'est-à-dire qu'on ne se définit pas forcément de la même façon d'un domaine à l'autre, d'un rôle à l'autre, d'un type de situation à l'autre. Maintenant, on a aussi quand même une vision de soi plus globale. Ça n'empêche pas qu'on arrive à trouver de la cohérence dans tout ça. Pour les soi possibles, c'est pareil, il y en a plusieurs. Enfin, on peut s'imaginer dans le futur en tant que professionnel, donc un soi futur professionnel. On peut imaginer son soi futur relatif à sa vie privée. On peut imaginer de multiples identités futures. Axel, après son accident, coincé dans un présent dans lequel il est paralysé, n'a pas d'autre choix que d'envisager ce qu'il va pouvoir devenir. Alors, il fait appel à la ressource qu'il a depuis l'enfance, se projeter dans un soi futur où il n'aura pas de regrets. Je suis quelqu'un qui ne veut pas avoir de regrets, une philosophie de vie où je veux toujours aller de l'avant. Donc je me suis dit, on va être modéré, on va prendre 2 ans de ma vie, ce qui est beaucoup et pas beaucoup à la fois sur une vie, 2 ans. Ou pendant ces 2 ans, avec ma kiné, on va faire le maximum pour essayer de récupérer. Sans promesse de résultat, Axel décide de mettre sa vie entre parenthèses pendant 2 ans. Sa motivation au final, c'est pas exactement de remarcher, mais plutôt de pouvoir dire au Axel de dans 10 ans, au moins tu peux pas m'en vouloir, on aura tout essayé. Clairement, je fais une croix sur ces 2 ans de ma vie. Clairement. Je me dis, je sais que c'est 2 ans de sacrifice, mais pour le reste de ma vie.
Donc je me suis mis vraiment en mode je sais que c'est nul, je sais que je me bouffe mal, je sais que je suis pas dans mon lit, je suis dans une chambre d'hôpital avec des gens que je ne connais pas, enfermé, je peux pas aller dehors parce qu'il n'y a pas de jardin, enfin vraiment l'enfer. Et je me dis mais non, je suis là pour une raison qui est d'essayer de remarcher et cette raison est la bonne pour le reste de mes jours. Donc je fais un tri sur ces 2 ans. Je suis là un peu comme si j'étais en train de me préparer pour un championnat, une compétition, vraiment en stage, mais un stage longue durée. Au bout de 2 ans, il récupère peu à peu des muscles. Il finit par remarcher grâce à des prothèses qu'il a co-conçues. Depuis, Axel est redevenu athlète de haut niveau. Il fait de la compétition au sein de la Fédération handisport de natation. Il a même remporté le Dakar 2020 devant de nombreux pilotes valides. Il a en quelque sorte récupéré son identité, son soi de grand sportif. Par ailleurs, me dit Sophie Bruno, ça suffit pas d'avoir un soi possible très fort. Ça suffit pas de se dire je vais devenir Jean-Pierre Pernaut pour se mettre en action et pour devenir présentateur du 20h. Ça paraît logique, mais c'est important. Ça suffit pas de mobiliser des soi futurs positifs pour passer à l'action. Et il y a une autre chose qui est importante pour passer à l'action, c'est justement créer du lien avec le présent. Et pour créer du lien, il faut non seulement envisager son soi futur, un soi futur par exemple positif, mais envisager les obstacles qui pourraient faire qu'on ne va pas réussir à atteindre ce soi futur qu'on désire. Et du même coup, on va être amené à envisager les moyens de faire face à ces obstacles et on va être amené à associer à son soi futur des stratégies d'action pour avancer vers le soi futur. Il faut donc réussir à faire ce fameux lien entre l'image de soi dans le futur et celle qu'on a au présent et mettre des étapes entre les deux, ce qui permet cette fameuse continuité de soi. Et la bonne nouvelle, me dit Sophie Bruno, c'est qu'il y a des techniques pour la travailler quand elle est un peu défaillante. Il y a des études dans lesquelles on cherche à manipuler ça. Alors, c'est pas toujours simple. Vous avez notamment des travaux dans lesquels on amène les gens, on leur demande d'écrire leur soi futur, ensuite de se mettre à la place du soi futur et de répondre au soi présent depuis la perspective du soi futur. Donc, d'établir comme ça du lien entre les deux, ça peut augmenter ce sentiment de continuité. Enfin, c'est une stratégie qui a été exploitée dans la littérature. Ou alors, ce qu'on demande aussi aux personnes, c'est de visualiser fréquemment leur soi futur. Ça peut être des stratégies pour améliorer la perception de continuité entre le soi présent et le soi futur. Ou vous pouvez faire comme moi et mon amie Inès. On se crée des points d'étape dans nos agendas Google. Il y en a un qui va tomber dans pas longtemps d'ailleurs. Au 13 mai 2025, j'ai un événement qui s'appelle « Marie et Inès sont-elles aussi heureuses et accomplies qu'elles l'espéraient il y a 10 ans ?» Je me souviens très bien quand on l'a créé. C'était un moment où on commençait à faire des trucs qu'on aimait beaucoup professionnellement et que l'avenir commençait à se dessiner. On était assez confiantes. Je procrastine beaucoup, oui, mais j'ai quand même une certaine idée du moi de dans 10 ans. Et Barbara aussi d'ailleurs. Et elle, c'est son travail qui l'interroge. Aujourd'hui, ça va très bien, me dit-elle, mais j'ai peur de me réveiller dans 5 ans tout est gris. Alors comme faire des projets sur le long terme lui fait peur, elle s'est inscrite pour un concours dans même pas 3 mois. Ça, c'est son max d'anticipation. Je me suis inscrite à un concours et je me suis rendu compte en cours de route que ce concours, la plupart des gens le préparaient en 1 an, voire plus. Moi, je débarque. Et du coup, j'ai eu 7 semaines pour le potasser. Donc là, on est en plein dans le rush d'adrénaline. C'est dans 2 semaines. La suite au prochain épisode pour voir si j'ai lamentablement échoué. Mais en tout cas, je m'y mets à fond et voilà, je me dis au pire, c'est une aventure pour cette année. J'ai des impulsions comme ça. Barbara me dit que cette façon de faire, ça vient d'un truc très précis. En fait, je suis une ancienne très très grande timide. Du genre, la timidité niveau marmonnage quand tu rentres dans la boulangerie avec incapacité de demander quelque chose parler de façon vraiment inaudible, être incapable de parler en public. Quand il y a un truc en public, je tremble et je suis vraiment pas bien, je deviens blanche. Et en fait, je me suis habituée depuis très longtemps à me contraindre à une espèce de règle des 30 secondes dans ma vie pour réussir à parler aux gens, quoi. Et au fur et à mesure, ce qu'on fait devient la réalité, c'est-à-dire que j'ai arrêté d'être aussi timide, ça a changé. Mais du coup, ça marche de la même manière, je trouve, pour ce genre de décision. C'est que j'étais timide aussi parce que je suranalysais. Est-ce que je vais dire la bonne chose au bon moment, de la bonne manière ? Et en fait, je me fais pas vraiment confiance dans ce processus de suranalyse. Il n'est pas très intéressant pour moi. Barbara adore vivre au présent, mais elle a très peur de rester bloquée dedans. Alors pour faire le lien entre le soi d'aujourd'hui et le soi du futur, à qui elle souhaite de trouver plus de sens dans son travail, elle avance par petites étapes. Au risque de se gourer, mais avec la certitude de ne pas rester paralysée et de pouvoir ainsi avancer vers un futur qui lui plaira plus. Et ça veut dire quand même que son soi du futur, elle sait pas trop qui c'est, mais elle l'aime bien. Elle agit pour lui donner une meilleure vie.
Je vois peut-être là une différence avec Gaëlle. Gaëlle, vous l'avez entendu en tout début d'épisode, c'est celle qui se lève à 4h30 du matin tous les matins. Elle fait du sport entre midi et 2, et parfois le soir aussi. Le samedi, elle fait des randos ou elle va à des expos. J'ai demandé à Gaëlle comment elle était capable de faire tout ça. Vraiment, moi, je fais ça une fois, un jour, j'en parle pendant 5 ans. Et surtout, pourquoi elle fait ça ? Pour atteindre quoi ? Et elle m'a répondu ça, ce qui m'a vraiment beaucoup touchée. Je sais même pas pourquoi je fais tout ça. C'est ça qui est drôle, c'est un combat avec moi-même. Après oui, effectivement, j'ai bien sûr dans l'esprit, je vois tout par le mieux vivre, le mieux vieillir, les meilleures conditions possibles pour vieillir au mieux, en santé, etc. Pour le quotidien, pour tout. Mais au final, cette vie stricte, ce que j'impose à moi-même, à mon quotidien, à mes proches, ça me détruit aussi quelque part. Et à 32 ans, je me rends compte en discutant avec les proches que je vis pas en fait. Je crois vivre, je crois que c'est ma façon de vivre, mais je vis pas. C'est comme une compétition avec moi-même. L'objectif final, ou même celui d'étape, elle n'arrive pas bien à savoir ce que c'est. Être une meilleure personne qu'aujourd'hui et vivre bien quand elle sera plus âgée, avoir des beaux mollets, c'est ce qui la questionne sur ses efforts au quotidien. Parce que sans but précis ni connu, ces efforts n'ont pas de fin. C'est des sacrifices quotidiens et pour toujours. Moi, ce que j'entends surtout dans ce que me dit Gaëlle, le truc sur lequel je crois qu'il faut s'arrêter, c'est qu'elle est en combat contre elle-même. Dans The Substance, alors attention, je vais vous spoiler dans 2 secondes, je vous préviens si vous voulez plus écouter. Les 2 versions jeunes et vieilles de l'actrice, qui sont donc la même personne au final, finissent par se battre hyper violemment, par s'entretuer. Elles n'arrivent pas à comprendre qu'elles sont la même personne. Si je n'arrive pas tout à fait à envisager que mon futur moi, c'est moi dans le futur, et que la continuité de soi me reste un peu étrangère, je pense vraiment que l'idée, c'est de veiller à ce que cette personne devienne quelqu'un que j'aime bien, quelqu'un à qui je veux plutôt du bien, un pote ou une pote proche, quoi. Se dire que c'est un ami proche, très proche, et que c'est quand même bien soi, finalement. Je suis Marie Misset, vous venez d'écouter Émotion, un podcast de Louis Média. J'ai tourné, écrit et monté cet épisode. La réalisation sonore est de Clémence Relia. Elsa Berthaud est en charge de la production. Si vous aimez ce podcast, parlez-en autour de vous. Et allez écouter notre nouvelle saison d'Émotion au travail. On vous emmène direct chez le psy, puisqu'on y fait dialoguer des gens qui rencontrent des problématiques émotionnelles très fortes au travail et un ou une psychologue du travail. À très vite!